mama zelanga na koya mokili etikelanga seyo nyongo nanga na futina noteo. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, alors qu'on ne s'y attendait pas, le général rebelle du CNDP converti en M23 a fait sa reddition hier à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Rwanda. Aussitôt, Bosco Ntaganda démontre son transfert devant la Cour pénale internationale qui les réclame depuis 2006. Vous suivrez également les différentes réactions dans ce journal. D'abord, celle du gouvernement qui pense que Bosco Ntaganda n'avait pas d'autre choix que de se remettre à la disposition de la CPI. Pendant ce temps, le bureau de la CPI à Kinshasa indique que des contacts sont en cours pour le transfert de Bosco Ntaganda. Révoqué par ordonnance présidentielle, l'ex-gouverneur de l'Équateur comparaît depuis hier devant la Cour suprême de justice pour détournement, haute trahison et outrage à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Enfin, les contribuables doivent s'acquitter de leurs obligations fiscales le 29 mars de l'année en cours. C'est le message lancé par la Direction générale des impôts. Voilà tout pour les sommaires. Bonsoir. Le général Bosco Ntaganda a fait sa reddition hier lundi à l'ambassade des États-Unis à Rwanda pendant la périphérie de Rutshuru le week-end dernier à la suite de la défaite des troupes de Rudiga. C'est la ministre de la Défense rwandaise qui a livré cette information. Suivez. Accusé de crimes contre l'humanité s'est rendu à l'ambassade américaine au Rwanda. Il avait fait défection au printemps 2012 et il est depuis soupçonné d'être l'un des leaders de la rébellion du mouvement du 23 mars. Washington a confirmé qu'il était arrivé lundi matin à la représentation américaine de Kigali, demandant d'être transféré à la Cour pénale internationale. Je peux confirmer que ce matin, Bosco Ntaganda, un inculpé de la Cour pénale internationale et leader de l'une des factions du M23, est entré dans l'ambassade des États-Unis à Kigali, a déclaré la porte-parole du département d'État américain. Il a spécifiquement demandé à être transféré à la CPI à La Haye. Le mouvement du M23 s'est scindé fin février en deux factions rivales qui se sont affrontées dans l'est du pays. Kinshasa avait affirmé dimanche qu'une centaine d'hommes avaient franchi la frontière avec le Rwanda, dont le général Ntaganda. Ni le Rwanda ni les États-Unis ne sont signataires du traité fondateur de la CPI. Ils n'ont donc aucune obligation de transférer le général à La Haye. Le porte-parole du gouvernement, quant à lui, reste persuadé que le Rwanda, qui s'est engagé à Addis Abeba, n'a pas accordé l'asile aux personnes recherchées par la justice internationale, ne pourra pas empêcher que Bosco Ntaganda soit transféré à la CPI. Suivez. Nous ne voyons pas en quoi la volonté de Ntaganda d'aller comparaître pourrait avoir une signification particulière. Il s'est dérobé, maintenant le taux s'est refermé sur lui. Il va être transféré à la CPI, pas par sa propre volonté, mais parce que la CPI l'a mandé à être présenté pour répondre de ses actes. Donc c'est de la pure distraction à notre point de vue. Ce n'est pas un événement qui mérite qu'on s'y attarde particulièrement. Nous ne savons pas s'il va collaborer, nous l'avons appelé à collaborer, d'autant plus qu'il s'est engagé par la signature de son président sur l'accord cadre d'Addis Abeba à ne accorder en aucune façon asile ou accueil à des personnes comme Ntaganda qui sont sous le coup d'un mandat d'arrêt de la justice internationale, en l'occurrence la CPI, même si le Rwanda n'est pas partie prenante au statut de Rome, sa signature sur l'accord cadre d'Addis Abeba l'oblige à ne pas accorder asile à Ntaganda et à le livrer à ses juges.
De son côté, les bureaux de la CPI en RDC, interrogés sur le transfert de Bosco Ntaganda, dit attendre que les deux gouvernements se prononcent avant de prendre une quelconque décision. Pour Paul Madidi, chargé en communication de cette structure en RDC, les négociations sont déjà entamées pour que le Rwanda accepte de transférer Ntaganda. Christopher Kamanda, Placide Kanza. Le leader rebelle du CNDP converti en M23, Bosco Ntaganda, fait sa reddition à l'ambassade américaine au Rwanda et demande aussitôt son extradition à La Haye. Le chargé des communications de la Cour pénale internationale à RDC, Paul Madidi, indique que son instance prendra contact en temps utile après avis du Rwanda et des États-Unis qui ne sont pas signataires du statut de Rome. Ce n'est pas parce qu'un pays n'a pas signé ou ratifié le statut de Rome qu'il ne peut pas volontairement coopérer avec la Cour pénale internationale. Quoi qu'il en soit, la Cour suit de près ce qui se passe et se mettra en contact avec, utilement donc avec les responsables des pays concernés pour que M. Ntaganda soit livré à la Cour et le plus tôt possible. La Cour peut inviter tout État non parti de lui prêter son assistance sur base d'un engagement ad hoc ou d'un accord conclu. C'est un peu trop tôt de toute manière de donner un avis là-dessus. On cherche, enfin la Cour prend les contacts utiles pour que M. Ntaganda soit livré à la Cour le plus tôt possible. Et maintenant, quand vous les Rwandais réfugiés les coopérants, on prend des contacts utiles pour que M. Ntaganda soit livré. Bosco Ntaganda est recherché par la Cour pénale internationale depuis 2006 pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, d'où sa comparution est importante afin de décourager la naissance des groupes armés qui sèment terreur et désolation dans cette partie de l'Est. Le département d'État américain examine les dossiers, ensuite Washington consultera Kigali pour les cas échéants. Cette nouvelle semble réjouir plus d'un. Cependant, les interrogations demeurent autour de la suite du dossier. Si certains sont sceptiques et pensent que les États-Unis ne vont pas accepter de transférer Bosco Ntaganda à la CPI, les autres, par contre, se demandent pourquoi avoir choisi l'ambassade des États-Unis pour se réfugier. Ils sont au micro de Rossine Martin Bouyamba. Qu'est-ce qui va devenir après que celui dont 2 mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale ont été lancés depuis 2006? Bosco Ntaganda se livre volontiers à l'ambassade de ceux-là même qui le recherchaient, les États-Unis d'Amérique. Le pays d'Obama va-t-il le livrer à la CPI? Des doutes persistent. Étienne Katoulou semble pessimiste. Il s'est livré en tant que Rwandais, pas en tant que Congolais. Ce que l'ambassade va faire de lui, je ne crois pas, je ne vois pas l'ambassade des États-Unis en train de livrer Bosco Ntaganda à la Cour internationale de La Haye. Toutefois, c'est une nouvelle qui a réjoui d'autres députés, dont José Makila. Cet élu s'interroge sur la responsabilité des Américains. Pour lui, il y a des flous. Si l'acte que vient de poser le gouvernement rwandais est sincère, qu'est-ce qui se cache derrière cet acte? Et pourquoi seulement l'ambassade américaine? Ça, ce sont les deux questions qui me préoccupent au plus haut niveau. Nous pensons que cette fois-ci, nous jugerons de la sincérité du gouvernement rwandais. Maintenant, qui se trouve au niveau de l'ambassade américaine au Rwanda. Donc, le plus tôt serait le mieux. L'ambassade américaine au Rwanda serait déjà en pourparlers pour un éventuel transfèrement à La Haye de cet homme sur qui pèsent les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La population quinoise reste divisée sur ce refuge du général déchu. Si pour les uns, l'exil forcé de Ntaganda constitue un début de solution à la crise qui sévit à l'est du pays, les autres par contre estiment que la communauté internationale, dont les États-Unis d'Amérique, complotent avec le Rwanda contre la RDC. Eric Ngamba et Fiston Bouini. Bosco Ntaganda, le général congolais déchu, a trouvé son refuge à l'ambassade des États-Unis au Rwanda. Longtemps recherché par la Cour pénale internationale à La Haye, ce seigneur de guerre, de son propre vouloir, demande d'être remis à la Cour.
À Kinshasa, la population n'est pas restée indifférente face à cette nouvelle. Le rare des Kinois qui se sont exprimés pensent que le refuge des Taganda est un début de solution aux différentes crises qui sévissent dans la partie orientale du pays. C'est déjà un début parce que, au fait, en ce moment-là, c'est une mise en garde parce qu'il y a des forces invisibles au fait qu'on ne voit pas. Donc je crois qu'en principe, c'est déjà mieux. D'autres, en revanche, n'accordent pas de crédit à cette reddition. Le Rwanda est sous la protection des grandes puissances et en l'occurrence des États-Unis d'Amérique. S'il a pu trouver refuge à l'ambassade des États-Unis, c'est parce qu'il sait que là, personne ne pourra le bouger. Et que tant que le Rwanda est sous cette protection-là, il n'y a aucun effort qu'on peut faire et à n'importe quel niveau pour nous aider, nous, à récupérer notre situation et avoir notre destinée en main. Mais ça, c'est un conglomérat. Ça, c'est un scénario monté de toutes pièces par la communauté internationale. Même en ce qui concerne l'arrestation de l'autre, tout ça, ce sont des jeux politiques. Très confiante au gouvernement en place, la population quinoise en appelle aux autorités congolaises à beaucoup plus de vigilance afin que la République démocratique du Congo reste un et indivisible. Sécurité dans l'est de la RDC, les pêcheurs en eau trouble sont-ils mis à nu? Washington tient au transfèrement de Bosco Ntaganda à la CPI. Ce dernier a lui-même souhaité. Des observateurs avertis se demandent que va-t-il déballer? A-t-il des révélations à faire? Autant de questions qui intéressent la rédaction de Télé 7 dans ce commentaire d'Éric Makolo. Dans la vie, il y a un temps pour manger, un temps pour boire, un temps pour dormir et surtout un temps pour pleurer quand on s'y attend le moins. L'évolution de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs a fait fondre quelques murs de glace. Du coup, la donne a changé aussi bien sur le terrain des affrontements que sur celui des pourparlers. Les brouillards se dissipent davantage et les pêcheurs en eau trouble sont progressivement mis à nu. C'est ce qui vient d'arriver à l'une des vedettes des dernières années dans la région des Grands Lacs, à savoir Bosco Ntaganda. Pour avoir tenté un forcing en vue de récupérer la tête du M23, il a été mis en déroute par ses anciens compagnons d'armes pour n'avoir pas obtenu, comme par le passé, le soutien en armes et munitions de la part des Kigali. Ntaganda, bénéficiant sans nul doute de quelques complicités, il est furtivement rentré sur le territoire rwandais le week-end passé avant de réussir le lundi 18 mars à atterrir à l'ambassade des États-Unis à Kigali. Ici, les versions divergent pour le porte-parole du gouvernement congolais. Cet exil est un camouflet pour Kigali qui a nié il y a quelques jours avoir accueilli Bosco Ntaganda sur son sol. La ministre rwandaise des Affaires étrangères s'était inscrite en faux contre les propos du ministre congolais des médias. La réaction de Louise Michikuabo paraît comme un mensonge cousu de fil blanc. D'autres analystes soutiennent que les raisons qui ont milité en faveur de la couverture des crimes commis par Ntaganda ont volé en éclats, rendant ainsi les renégats vulnérables. Au regard de tout ce qui se passe dans l'est de la RDC, Bosco Ntaganda passe pour une banque de données. Il en sait trop sur tous les leaders de la sous-région des Grands Lacs, tout comme ceux des pays occidentaux qui font leur business dans l'est du Congo. Les livrer à la CPI signifie qu'il faudrait s'attendre à un déballage en règle devant la justice internationale. Difficile choix pour les États-Unis, même s'ils ont promis de collaborer avec la Cour pénale internationale sur le transfèrement de Ntaganda. Pour rappel, Washington avait mis en jeu 5 millions de dollars pour quiconque attraperait Bosco Ntaganda. Ntaganda a eu le temps de régner en maître, maintenant c'est le temps de pleurer, comme il a fait pleurer beaucoup d'autres familles à l'est du pays. Longtemps choyé et présenté comme un facteur de paix dans la région des Grands Lacs, ce criminel recherché par la Cour pénale internationale devenu une patate chaude que personne ne voulait plus garder dans ses mains. Au cas où il est transféré à la CPI, comme il a souhaité lui-même dans son dernier retranchement, qui va-t-il déballer? Quelle révélation va-t-il faire? S'il est réellement transféré, son procès à la Haye sera-t-il le procès du siècle? Un peu de patience, ce n'est que question d'heure. Toutes les communautés des Litouries se mobilisent pour le retour de la paix dans leur district. Ils ont signé un document ce mardi en présence de quelques autorités provinciales. Nous allons joindre notre correspondant qui est sur place, Monulf Bosso. Bonsoir Monulf. Bonsoir Monulf.
Je disais que toutes les communautés de l'Ituri se mobilisent pour le retour de la paix dans leur district. Ils ont signé ce mardi un document en présence de quelques autorités provinciales. Nous allons encore une fois tenter de joindre notre correspondant qui est sur place, Monulf Bosso. Je ne sais pas si vous m'attendez, Madi. Bonsoir Monulf. Oui, je vous dis, je vous appelle depuis le bureau, ici en province orientale. Un accord vient d'être signé entre le Hema, le Lendou, les autres communautés de l'Ituri. C'est un pacte pour le retour de la paix dans une partie du pays. Ce pacte est assorti de quelques recommandations en direction du gouvernement, en direction de FRDI et ensuite en direction de différentes communautés, Lendou, Hema et puis les autres communautés qui peuplent l'Ituri. En ce qui concerne le gouvernement, toutes ces communautés réunies ont demandé à ce que le gouvernement prenne des dispositions pour éradiquer urgemment le FRDI et Kogaï. Et puis, ça c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est l'ouverture d'une enquête mixte du gouvernement, MONUSCO, communauté, pour établir les responsabilités en ce qui concerne pour les cas de massacres, de viols, de pillages et autres actes criminels commis dans l'Ituri. Et ensuite, on demande qu'on puisse intégrer les miliciens de FDRI dans les RDC et déclarer enfin l'Ituri zone sinistrée. Ça, c'est en ce qui concerne les recommandations que les participants soumettent au gouvernement. Maintenant, les recommandations à l'égard de ce mouvement terroriste parti du pays, on leur demande tout simplement de poser les armes et cesser de martyriser les populations. Mais quant aux autres communautés, les Hema, les Lendou et les autres communautés de l'Ituri, le contact nous a dit qu'il y a certaines communautés qui sont de mèche avec ces mouvements. Alors, c'est on leur demande maintenant de se désolidariser de FRDI Kogaï, de dénoncer la naissance de toute autre organisation et de décourager les tireurs de ficelle. Il faut comprendre qu'il y a certains dirigeants qui sont à Kinshasa, qui sont même ici en Ituri, qui sont des tireurs de ficelle. Donc là, toutes ces initiatives, c'est grâce à Jean-Baptiste Saïdi, qui lui, dans la vision de l'État, artisan de la paix, qui a fait qu'il y ait le retour que les communautés pour signer des pactes de paix pour le retour de la paix, effectivement, dans cette partie de l'Ituri. Merci Monulf Bosso pour toutes ces précisions. Jean-Claude Baïndé devant la Cour, 4 griefs pèsent sur l'ancien gouverneur de l'Équateur. L'Assemblée provinciale l'accuse de trahison, d'outrage à l'égard des députés, des détournements des deniers publics et des spoliations du patrimoine de l'État. Il a comparé ce lundi devant la Cour suprême de justice au cours de l'audience d'introduction du dossier. José Junior Owawa, Evelyne Chibola, suivez. 4 chefs d'accusation sont retenus à sa charge, notamment le détournement des sommes importantes destinées pour la reconstruction des infrastructures dans la province. Jean-Claude Baïndé rejette en bloc toutes les accusations portées contre lui et clame son innocence. Visiblement, aucune preuve matérielle n'a été brandie par la partie civile. Faute de cela, la Cour décide de renvoyer les 2 parties à mûrir le dossier, chacun en ce qui le concerne. Les avocats de l'organe délibérant de l'Équateur semblent perplexes. Ils se contentent des conclusions de la mission sénatoriale diligentée en son temps dans cette province. C'est pour ce lundi qu'une nouvelle audience est prévue en vue de tirer les choses au clair. En rapport avec l'éviction de Jean-Claude Baïndé à la tête de la province de l'Équateur, cette éviction ne devrait pas susciter d'éléments. José Makila dit tout son regret pour cette situation. Il prône l'unité dans sa province pour son développement. Il a dit au micro de Rosil Martin Bouyamba. Je ne me mets pas dans la peau de ceux-là qui ne font que critiquer, ne font que donner un mauvais jugement sur le sort de ceux qui ont eu à diriger la province. Mais là n'est même pas le problème. Qu'ils partent, qu'ils restent, ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème est que
les politiques de l'Équateur doivent se mettre ensemble et parler le même langage pour l'avenir de notre province. C'est ce qui est le plus important. Que Baïndé parte, qui reste, ce n'est pas ça le plus important. Quel est l'avenir pour notre province demain, après-demain? Moi, en tant que Bantou, j'ai quand même pitié de lui parce qu'il venait de perdre sa maman et ce n'est pas une mince affaire. La conférence de gouvernance est clôturée ce mardi à Kananga. Plusieurs résolutions ont été prises sans doute à l'issue de ces assises de 2 jours. Nous avons en ligne depuis Kananga notre envoyé spécial Oscar Bakandoa. Bonsoir Oscar. Bonsoir Oscar. Bonsoir Oscar. Bonsoir Oscar. Je disais que la conférence de gouverneurs s'est clôturée ce mardi à Kananga. Plusieurs résolutions ont été prises, sans doute à l'issue de ces assises de 2 jours. Nous avons en ligne depuis Kananga notre envoyé spécial Oscar Bakandoa. Bonsoir Oscar. Nous avons un petit problème. Nous aurons le détail avec Oscar même dans le journal avant la fin de ce journal. Les contribuables assujettis ont jusqu'au 29 mars du mois en cours pour s'acquitter de leurs obligations fiscales. Henri Maurice Kaboua Kaloumé, cadre à la DGI, les invite à déposer leur déclaration de fin d'exercice comptable 2012 à la date prévue sous peine d'encourir les pénalités prévues par la loi. Suivez. 31 mars tombe un dimanche. Or, le dimanche, les structures financières qui sont habilitées à percevoir l'impôt sont fermées ce jour-là. Les samedis, ce n'est pas toutes les banques qui travaillent. C'est pourquoi nous avons ramené cette échéance au 29 mars 2013. Il s'agit principalement des entreprises dont les chiffres d'affaires annuels est inférieur à 13 millions de francs congolais et supérieur à 10 millions de francs congolais. La loi du 23 février 2013 catégorise les entreprises de petite taille en micro-entreprises et petites entreprises. Ce sont les petites entreprises qui doivent venir souscrire une déclaration au plus tard le 29 mars. L'impôt sur les bénéfices et profits des petites entreprises se paye en 2 quotités. Et il se paye à l'aide d'un bordereau qui est disponible déjà dans toutes les structures à travers la ville de Kinshasa. Je pense ici au centre d'impôt synthétique. Et l'impôt doit être payé au même moment qu'on dépose le bordereau pour le paiement de l'acompte. Cet acompte est de 60% payable le 29 mars et le solde est à payer au moment du dépôt de la déclaration qui est fixé le 31 mai 2013. L'impôt sur les bénéfices et profits de petites entreprises se calcule sur les chiffres d'affaires. Le taux est de 1% pour les activités de vente et de 2% en ce qui concerne les prestations de services. Je aimerais inviter tous les contribuables de venir payer leurs impôts pour qu'ils ne soient pas pénalisés. Au fait, il y a des sanctions qui sont prévues pour tous ceux qui ne s'acquitteront pas de leurs obligations à cette échéance-là. Nous ne sommes pas là pour demander aux contribuables de ne pas payer. Notre souhait est de voir tout le monde venir s'acquitter de son impôt. Nous allons tenter encore une fois de joindre Oscar qui a pris part à la conférence de gouverneurs à Kananga. Bonsoir Oscar. Bonsoir Nadine, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé7. Oscar, après 2 jours de travaux, pouvons-nous connaître les recommandations formulées par le directeur, par les différents gouverneurs à Kananga? Bien sûr, cette 3e conférence ou session de la conférence des gouverneurs s'est tenue conformément à l'article 200 de la Constitution et de l'article 10 de la loi numéro 0805 du 7 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces. Il faut noter que cette session qui s'est tenue à Kananga, le chef-lieu
occidentale a connu la participation de tous les gouverneurs, exception faite pour la province de l'Équateur qui n'a pas de gouverneur. Mais il faut noter dans le communiqué final qui a été lu devant la presse par la conférence a reconnu les efforts fournis par le gouvernement central par le paiement aux provinces de recettes de rétrocédés qui se fait donc dorénavant de manière régulière. La conférence a recommandé néanmoins au gouvernement de fournir un effort supplémentaire en vue de corriger les distorsions constatées entre le budget voté en province et les crédits provisoires alloués par la loi des finances portant budget de l'État 2013. La conférence s'est félicitée également de l'exécution annoncée à partir du mois de mars courant de ces précédentes recommandations tenant à l'augmentation de l'enveloppe de la rétrocession des ressources aux provinces, tenant compte de la tendance à l'augmentation des recettes budgétaires. Merci Oscar Bakandoa. Gouvernance, refondation de l'État en RDC, les contenus de cet ouvrage étaient au centre des discussions ce lundi. Ce livre de 34 pages, fruit de colloques des chercheurs de Paul Institute, entend créer une imitation de l'État congolais actuel à l'État congolais possible. Cette structure se félicite d'apporter sa contribution pour l'éveil des consciences des Congolais. Jemima Mogo. Passer de l'État congolais tel qu'il est réellement aujourd'hui à l'État congolais possible, c'est la lutte que mène Paul Institute. La RDC, incarnée par une élite coupée littéralement de la population ordinaire, a conduit le peuple à une tendance de ces provinces à se replier sur elles-mêmes et à revendiquer une autonomie. Ce sont les guerres à répétition dont est victime la RDC qui suscitent ces échanges. Ces chercheurs se sentent concernés. Au-delà de cette comptabilité macabre, moi je dirais, un mort, c'est toujours un mort de trop. Surtout si ça peut être un mort du fait des accidents sociaux, anthropologiques que sont les ethnies. Onesphore Sematumba, directeur information et plaidoyer de cette association, insiste sur l'éveil de conscience du Congolais. Le travail de Paul Institute ne consiste pas qu'à publier des livres. Mais si vous avez lu notre dépliant, nous avons des activités dans le domaine économique, dans le domaine politique et dans le domaine culturel. Depuis plus de 12 ans, Paul Institute interpelle les Congolais à être attentifs aux domaines politiques, économiques et culturels. Cela en vue de refonder une nouvelle société susceptible de rompre avec des pathologies passées vers sa destinée nouvelle. La Fédération de radio de proximité du Congo était devant la presse ce mardi. Elle a mis ce temps en profit pour expliquer sa mission qui n'est autre que le renforcement des capacités du personnel de radio communautaire et associative et les accompagner dans leurs différents projets. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel de presse à Lingwala. Les détails dans nos prochaines éditions. À présent, nous allons inviter Rosil Martin Bouyamba pour la revue de presse. 2 mandats de la Cour pénale internationale ont été lancés depuis 2006 contre Bosco Ntaganda. Ce dernier s'est réfugié à l'ambassade américaine à Kigali.
la presse congolaise rebondit sur le sujet. Bosco Ntaganda demande d'être transféré à la CPI, indique l'Observateur. Les autorités rwandaises ont démenti les informations selon lesquelles le général Mutin aurait traversé la frontière du Rwanda, souligne le quotidien voisin de l'IFASIC. Au phare de se demander, Bosco Ntaganda, chez les Américains, quel message? Tous les regards sont tournés vers Washington pour savoir si ce général, auteur de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, sera effectivement remis à la Cour pénale internationale. Ne pas agir risque, poursuit le confrère, de faire passer les Américains pour les véritables architectes de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le potentiel voit Washington dans l'embarras quand on sait qu'il se passe pour être l'autorité morale de tous les scénarios de violence qui perdurent en RDC et dont les secrets sont détenus par Ntaganda. Le pays d'Obama est mis à rude épreuve, conclut le tabloïd. L'avenir, lui, planche sur la 3e conférence des gouverneurs qui s'est ouverte lundi à Kananga. Des stratégies en vue de l'amélioration de la situation sécuritaire, le développement des provinces et autres ont été arrêtés. Les 2 jours des travaux étaient axés sur la cohésion nationale, signale le graphique. Dans l'avion qui fait Kinshasa-Goma, le commandant sort de sa cabine et se présente aux passagers. Le carburant est presque fini. Dans quelques instants, l'avion ne pourra plus avancer. Excusez, intervient un passager. Qu'est-ce que vous attendez pour faire alors marche arrière? Nadine, qu'attendez-vous pour reprendre ce journal? Bonsoir. Cette édition d'information, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Télé 7, la télé républicaine. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.